êtes tous en ligne. Waouh, tous ces cœurs, c'est bravo. Ok, donc on démarre. Alors, on voudrait vous remercier avec Eric parce qu'on a reçu, vraiment, à l'issue du premier épisode, on a reçu beaucoup de mails dans lesquels vous nous disiez à quel point vous étiez content en fait de cette série. Vous étiez super enthousiasmé. En fait, on savait que ça allait être sympa, mais on ne s'attendait pas à recevoir, je pense, autant de mails d'appréciation. Et donc, c'est toujours super agréable parce que c'est quand même beaucoup de travail. En plus, on ne vous a pas en face, contrairement à un événement qu'on anime en salle. Donc, c'est toujours un peu difficile de mesurer à quel point on est arrivé à atteindre notre objectif. Donc, on vous remercie vraiment tous beaucoup pour les mails que vous nous avez envoyés. C'est super encourageant. Puis, du coup, quand on doit préparer les épisodes suivants, bah, ça nous encourage aussi à y passer le temps qu'on doit y passer et à faire les choses bien. Donc, vous avez vu les essences et les jours rouges et noirs. Aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est les activités. Les activités, ce sont un élément en fait du tongshu qui est très traditionnel. Je vous ai mis là une photo en fait d'un tongshu traditionnel. Le tongshu, c'est un énorme pavé. Si j'arrive à jongler avec mon écran, je vais peut-être même pouvoir vous montrer à quoi ressemble un vrai tongshu. Je ne sais pas si vous le voyez, ça c'est un exemple de tongshu, donc c'est énorme. C'est très sympa en fait comme ouvrage à avoir. Vous voyez, c'est des pages qui sont imprimées en double, enfin celui-là est monté à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on a une double page qui se lit à l'envers en fait, puisqu'on va de la gauche vers la droite, donc en fait il se lit comme ça. Donc vous voyez, c'est une somme d'informations qui est absolument phénoménale, c'est énorme. Et cette somme en fait, elle comprend plein de parties différentes. Il y a des explications de cosmologie, il y a des petits textes, il y a des anecdotes. Vous voyez, par exemple, il y a des historiettes qui illustrent en fait chacune quelque chose de particulier. On va trouver des éléments qui sont liés à la médecine traditionnelle chinoise ou au mianxiang, au trait du visage, à l'analyse des traits du visage telle qu'elle est faite en médecine chinoise. Mais le tongshu, comme vous pouvez le constater avec cette image à l'écran, c'est une énorme somme de données et qui n'est pas toujours facile à utiliser si on n'est pas un expert en fait du sujet. Et il faut aussi se souvenir que donc, le tongshu existe depuis très longtemps. C'est un ouvrage très traditionnel qui est imprimé en général et mis à disposition des gens dans le dernier mois de l'année et tout le monde se précipite pour en avoir un exemplaire au début de l'année pour le nouvel an. Et d'ailleurs, ceux qui ont la chance de pouvoir, si vous habitez dans une ville en fait, où vous avez quelques commerces asiatiques ou chinois, très souvent, ils vont avoir des exemplaires de ça. Alors, vous pourriez en avoir un. Moi, longtemps, en fait, on en a collectionné un peu avec Eric parce qu'on trouvait que c'était des beaux objets, même si, comme beaucoup de gens, en fait, on n'est pas capable de décrypter la totalité de ce qui s'y trouve. Une autre chose, c'est que l'utilisation en fait, de toutes ces informations-là était rendue difficile par le fait que l'information était donnée de manière brute et pour en faire un usage vraiment pertinent, il fallait connaître les systèmes, il fallait connaître les techniques de sélection de dates, de feng shui, etc. Donc, ça demandait quand même une forme d'expertise. Et puis, on trouve souvent dans la famille une grand-mère, un oncle, un grand-père, quelqu'un dans la famille en fait, vers qui tout le monde va se tourner parce que c'est quelqu'un qui sait un peu mieux que tout le monde l'utiliser. Néanmoins, dans cette immense somme d'informations, il y a une information qui correspond, qu'on appelle l'activité, enfin, qu'on pourrait traduire par le terme d'activité, qui est avec un libellé très parlant et qui donne une indication des activités qui sont favorables ou pas favorables à un jour donné. Et c'est lié à des activités qui sont quotidiennes, ou en tout cas qui sont fréquentes et qui sont très connues des lecteurs en courant. Donc, c'est un point d'entrée qui, pour tous les gens qui savent lire le chinois, mais qui n'ont aucune connaissance en matière de sélection de dates, de patse, de I Ching, de Feng Shui ou autre, pour tous les gens en fait, qui n'ont aucune connaissance, l'activité est un point d'entrée extrêmement facile.
Les essences, vous l'avez vu avec Eric, c'est extrêmement intéressant. Ça questionne quand même beaucoup de choses, mais ça demande déjà de rentrer dedans. Avec l'activité, en fait, on rentre directement dans le sujet. C'est très immédiat. Alors, il y a des limites, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est très immédiat comme accès. Mais de toute façon, derrière l'idée des activités, il y a toujours le même principe. Les activités, elles sont calculées et elles sont calculées de manière à identifier en fait ce qui est le plus propice comme type d'interaction ce jour-là. Alors, dans un talk show traditionnel, on va trouver 90 à 100 activités facilement. Moi, j'ai plusieurs listes. En fait, en les pointant pour préparer la journée d'aujourd'hui, j'en ai compté sur une liste que j'ai, 93, qui vont se distribuer en gros autour de 6-7 axes principaux. Donc, on a un premier axe qui va être toutes les activités religieuses. Alors, dans les activités religieuses, on va trouver quoi? On va trouver, par exemple, les jours qui sont favorables pour faire un jeûne, mais un jeûne en fait parce qu'on cherche à se purifier de quelque chose ou on se prépare à une action, à une activité spirituelle particulière. Il y a des jours qui sont favorables, par exemple, pour prier, pour avoir un enfant, pour avoir plus de prospérité financière. Il y a des jours qui sont dédiés au fait de faire des sacrifices. Par exemple, de faire des offrandes sur une tombe, faire des sacrifices à la terre et souvent ça va être pour les récoltes. Il va y avoir des jours qui sont consacrés et spécifiques en fait au fait d'adresser une demande à une déité. Vous savez, on va au temple et puis on va demander l'autorisation de faire une demande à une déité particulière. Il peut y avoir des tas de raisons pour ça. Donc voilà, dans les activités religieuses classiques, les grands thèmes, ça va être ça. Il y a d'autres activités, mais ça vous donne un peu une idée. Il y a un deuxième pôle qui toucherait plutôt à la vie quotidienne, en fait, quand se couper les cheveux, quand placer un lit. Alors, placer un lit, en fait, c'est toujours avec la perspective, enfin, dans ce contexte-là, on veut placer son lit un jour particulier parce qu'on cherche à avoir des enfants, par exemple. Il y a des jours qui sont dédiés à des activités telles que coudre des vêtements, commencer un nouveau boulot, se marier, demander quelqu'un en mariage, accepter une offre de mariage, parce que ça ne se fait pas de façon toujours concomitante. Ensuite, on a un autre pôle qui est lié à la construction. Donc, dans la construction, en fait, on a des tas d'activités différentes. On peut avoir, par exemple, creuser un puits, ou bien creuser une mare, et vous noterez que creuser un puits et creuser une mare, ce n'est pas la même chose, parce qu'un creuser un puits, en fait, on est dans un axe vertical, alors que creuser une mare, on est plutôt dans un axe horizontal. Ce sont deux activités différentes, donc qui vont chercher deux natures, de jours différentes. On va avoir des jours qui sont spécifiques pour l'installation d'une porte, la porte d'entrée principale, pour poser les fondations, pour faire la cérémonie de consécration du sol avant de commencer la construction, etc., etc. On a un autre pôle qui va être un pôle qui était plutôt orienté business, activités commerciales et professionnelles, collecter de l'argent par exemple, c'est-à-dire soit les usuriers qui vont aller chercher l'argent qui leur est dû. Ça peut être quand un commercial ou un commerçant pardon, ou un professionnel en fait travaille à terme, facture à terme, ça va être le moment où il va lancer ses facturations ou aller récupérer ses fonds auprès de ses clients ou de ses interlocuteurs. Dans l'activité business, on va trouver des choses telles que signer un contrat, rédiger un contrat, faire un deal, passer un accord, inaugurer un nouvel espace, ouvrir un commerce. Et ça, c'est ou reprendre une activité. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes tombé dessus, mais donc vous savez tous, enfin probablement beaucoup d'entre vous savent que au moment du Nouvel An, donc le Nouvel An est très respecté en fait en Asie et en Chine en particulier, tout s'arrête. Tout s'arrête, en fait, c'est d'immenses déplacements, c'est des millions de gens qui transitent dans un sens et dans un autre parce qu'en fait, ils vont tous retrouver leur famille pour les fêtes. Les fêtes durent un certain temps. Et la grande question qui se pose derrière, c'est on a une nouvelle année qui commence. Eh bien, quand est-ce qu'on peut reprendre l'activité commerciale et l'activité professionnelle? Parce que ce premier jour de l'activité est considéré comme important parce que si on démarre un bon jour, alors que c'est l'année qui démarre, eh bien, on va mettre toute son année sur un trend qui est plutôt favorable. Donc voilà, ça c'est pour le pôle business. Dans les activités qui sont plutôt liées au monde agricole, il va y avoir des jours spécifiques pour construire un abri pour les bêtes,
pour chasser, pour pêcher, pour planter, pour récolter le miel, pour récolter tout court, etc. Et en fait, et ensuite, il y a un dernier pôle qui est très, très important, que j'ai appelé les funérailles. Et c'est tout ce qui touche, en fait, autour des défunts. Parce qu'entre le moment où, en fait, un individu rend son dernier souffle, il y a un certain nombre de choses qui vont se passer. Il va y avoir l'organisation des rites funéraires, il va y avoir le fait de vêtir le défunt de façon définitive, le moment où on va mettre le corps dans le cercueil, le moment où on va creuser la tombe, le moment où on va mettre le cercueil dans la tombe, ensuite les offrandes qu'on va faire, etc. Tous ces moments, en fait, vont être dédiés à des phases bien particulières, et donc il y a des jours spécifiques qui sont considérés comme favorables ou défavorables pour faire ça. Et donc, bien entendu, vous avez tous compris que on allait s'attacher à choisir des activités conformes, enfin des jours qui sont, pardon, on va choisir des jours qui sont favorables à l'activité qu'on cherche à mettre en œuvre. Et c'est une façon extrêmement, l'activité, la notion d'activité, à la différence de l'essence, la notion d'activité, elle est extrêmement directe. Toute personne qui sait lire le chinois n'a besoin d'aucune compréhension particulière. Elle sait immédiatement décrypter en fait ce qu'il est favorable ou non de faire. Donc, sur ces 93 activités, nous, on en a retenu, dans l'almanach des énergies positives, on en a retenu 13. Alors, pourquoi est-ce qu'on en a retenu 13? Parce que dans les 93 activités que je viens de vous énumérer, il y en a qui ont un aspect culturel extrêmement fort. Toutes les activités, par exemple, qui sont liées au culte des ancêtres, quand est-ce qu'on installe l'autel des ancêtres, quand est-ce qu'on honore les tablettes des ancêtres, c'est quelque chose qui est tout à fait étranger en fait à notre culture. Encore que je connais une ou deux personnes parmi vous, parce qu'il y a quelques-uns de mes clients qui sont là, qui le font, qui se trouvent qu'ils le font, non pas parce qu'ils ont des origines asiatiques, mais parce que ça correspond à leur sensibilité, et qui ont l'équivalent. Ils n'ont pas un autel des ancêtres à proprement parler, mais ils ont quelque chose qui s'en approche de très très près dans l'intention et presque dans la forme d'ailleurs. Donc, d'avoir une photo devant laquelle on va avoir des bougies qui brûlent de manière régulière, c'est une façon d'honorer l'autel des ancêtres. Mais ça reste quand même une pratique qui est extrêmement rare. Donc, on a dans les activités qu'on a retenues, on a supprimé les activités qui nous paraissaient trop loin de notre culture occidentale contemporaine. Ensuite, il y a des activités qui ne sont pas tout à fait pertinentes pour l'immense majorité d'entre nous, parce que toutes celles qui sont liées à l'agriculture. D'autant que le monde agricole, en fait, a lui ses propres contraintes. Alors, il faut aussi se rappeler que dans le passé, le calendrier était extrêmement important pour rythmer les travaux des champs. C'est ce qui permettait de savoir qu'on rentrait dans des mini-périodes de 15 jours, par exemple, qui correspondaient au fait qu'on pouvait encore avoir du gel, au fait on n'aurait plus de gel, au fait qu'on pouvait commencer à labourer, qu'on pouvait commencer à semer, etc. Donc, ces grands temps de l'activité agricole étaient notés en fait dans l'almanach, dans le Dongshu, dans l'almanach que je vous ai montré tout à l'heure, le gros livre qu'on appelle donc le Dongshu. Mais donc, en fait, nos agriculteurs à nous ont aujourd'hui des outils qui leur permettent de se passer largement de ce genre d'informations parce qu'ils les ont par ailleurs. Donc, on n'a pas repris toutes les informations liées à l'agriculture. On a également enlevé en fait toutes les activités qui ne sont pas compatibles avec notre société occidentale moderne. Par exemple, pour tout ce qui touche les défunts, les réglementations sont extrêmement contraignantes. Par exemple, il n'est pas question de laisser un corps pendant plusieurs jours en fait en repos sans rien faire. Ça serait extrêmement compliqué dans un hôpital d'obtenir ça, de même que choisir une date on a encore un peu de latitude pour choisir une date de mise en tombe ou d'incinération, mais on a très très peu de latitude en réalité, alors qu'il y a des endroits, la Chine, mais d'autres pays d'Asie notamment, où on peut
on peut très bien choisir, par exemple, de préparer le corps d'une certaine façon et on va le mettre de côté dans des conditions particulières, par exemple dans des jarres ou dans des grottes ou dans des endroits un peu particuliers, en attendant de pouvoir l'enterrer dans sa tombe définitive. Alors, il peut y avoir plein de raisons à ça, soit parce qu'on n'a pas la bonne date, soit parce qu'on n'a pas le terrain dans lequel on veut l'enterrer, soit tout simplement parce que ça coûte une somme d'argent que la famille n'a pas et donc on va mettre le corps de côté pendant quelques mois, quelques années, le temps de pouvoir le faire. Donc tout ça, c'est tout à fait hors contexte pour nous. Donc tout ça pour vous dire que sur les 93 activités très traditionnelles qu'il existe, on en a sélectionné 13 que vous trouvez dans l'Amérique des énergies positives. Et en plus de ça, si on avait dû en mettre 93, vous imaginez, ça aurait été extrêmement difficile à classer. On avait beaucoup de mal à mettre tout ça sur une feuille de papier. Et puis pour ceux qui utilisent l'Almanach Pro, vous en avez 20. Je montrerai tout à l'heure les activités complémentaires que vous avez et je les commenterai. Alors, si on regarde de plus près ces activités, en fait, dans les activités, je vais balayer les trois grands pans, en fait, activités personnelles, professionnelles et spirituelles. En fait, dans les activités personnelles, on a retenu 5 activités principales. La première, on l'a appelée « Commencer une formation ». Alors, commencer une formation, en fait, ça vaut pour un enfant, pour un ado ou pour un adulte. L'idée, en fait, derrière ce principe-là, c'est un jour qui s'appelle, enfin, un jour qui est propice pour commencer une formation, ça veut dire qu'il est propice au fait de fournir un travail, un effort pour acquérir un savoir, qui peut être un savoir-être, un savoir-faire, peu importe. Et donc, c'est un bon moment en fait pour rentrer, pour démarrer ça. Mais encore une fois, ça peut concerner tout type de formation et tout type de... Ça peut être vrai à tous les âges de la vie. On a une autre activité qui s'appelle démarrer un régime. Alors, démarrer un régime, c'est un peu limitant. Mais en fait, on est très... Les Chinois arrivent à l'exprimer en 3 caractères, là où il nous faut 10 mots et se serrer les coudes au bout de la phrase parce qu'on n'a plus d'espace. En fait, l'idée de démarrer un régime, c'est tout ce qui correspond en fait de s'alléger, de se nettoyer, d'apurer, de se débarrasser de quelque chose. Donc, effectivement, c'est bon pour un régime, à condition, bien entendu, que ce soit un régime amaigrissant. Il y a des gens en fait, qui entreprennent un régime, non pas pour perdre du poids, leur problème, leur combat à eux, c'est plutôt d'en gagner. Donc, c'est sûr qu'il n'est absolument pas question, si vous devez entamer un régime alimentaire particulier pour prendre du poids, ne choisissez surtout pas un jour de type démarrer un régime, parce que c'est un jour qui a plutôt tendance à alléger. Pour ceux qui auront la curiosité, alors là, on est en février-mars, donc on va commencer à voir tous les magazines qui vont nous expliquer le meilleur régime de l'année. Si vous jetez un coup d'œil en fait, à la MAC 2022, pas tout de suite, mais tout à l'heure, vous constaterez qu'en plus, très souvent, cette année, les jours régimes sont des jours qui sont aussi des jours avec une essence nettoyage, mais l'activité n'est pas déduite de l'essence. C'est vraiment 2 données qui sont tout à fait disjointes. On a une autre activité dans les activités personnelles qui s'appelle voyager. Alors, en fait, on l'a mis en personnel, mais ça pourrait être soit une activité personnelle, soit une activité pro. Quelle que soit la finalité du voyage, il est question du moment où on part. En fait, il faut se souvenir que dans le passé, voyager, c'était souvent dangereux parce que très rapidement, en fait, on allait sur un territoire géographique qu'on ne connaissait pas ou qu'on connaissait par ouï-dire, où on avait acheté une carte à quelqu'un, où on avait un petit croquis quelque part, mais on ne savait rarement exactement où on allait. Le GPS, à l'époque, ça n'existait pas. Donc, il y avait de danger, il y avait de l'inconnu. Il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient en danger physiquement parce que voilà, il y avait des bandits, il y avait des voleurs. La bourse ou la vie, vraiment, c'est aussi vieux que le monde. Donc, c'était quelque chose qui était dangereux. Donc, partir en voyage, on choisissait une bonne date pour partir en voyage. Donc, partir en voyage, l'activité partir en voyage signifie que ce jour-là, quand elle est favorable, ce jour-là, en fait, globalement, physiquement, on est plutôt protégé. Et le voyage peut durer, bien entendu, plusieurs jours. Je reparlerai du voyage tout à l'heure, donc je vous expliquerai comment dans ce cas-là on fait. L'idée, c'est trouver un jour, on choisit ce jour-là, avec cette activité propice, pour que les choses se passent de la manière la plus harmonieuse possible, et en particulier sur le plan physique.
Enfin, il y a un jour qui est se marier. Alors, c'est sûr, quand on ne se marie pas, vous pourriez vous dire, bah, ce n'est pas une activité très courante. C'est vrai, je ne vous souhaite pas de vous marier tous les ans. Néanmoins, c'est une activité qui est très importante et qui concerne quand même pas mal de gens régulièrement. On a des clients ou des gens sur le chat ou les événements qui nous parlent du mariage qui viennent de célébrer ou qui vont célébrer. J'ai un client qui m'a passé un mail hier matin en me disant qu'il se mariait. Enfin, voilà, c'est quand même une activité qui est importante et qui est quand même si elle n'est pas fréquente, qui est quand même courante. Et puis, on a les activités spirituelles. Alors, dans les activités spirituelles, en fait, on va avoir tout ce qui est la célébration des cérémonies religieuses. Donc, ça peut être un baptême, ça peut être une messe, ça peut être une messe en mémoire d'un défunt. C'est une activité qui est peut-être plus ou plus aussi répandue qu'elle l'était dans le passé, mais qui pourtant reste importante. Ça peut être aussi, dans l'activité religieuse et spirituelle, il peut aussi y avoir les récitations de prières. Vous savez, par exemple, quand on accumule des rosaires, quand on accumule des prières, soit il y a des groupes de prières qui se sont formés depuis 15 jours, par exemple, pour aider les Ukrainiens, enfin, pour soutenir, en fait, sur un plan spirituel, pour soutenir les Ukrainiens. Donc, tous ces moments de prière individuelle ou collective relèvent, en fait, de ce type d'activité. Ça peut être aussi des jours où on organise des processions, etc. Ce qui est plutôt une activité collective et qui est marquée par d'autres dates. Par exemple, je pense au 15 août, qui est dans le calendrier catholique, en fait, qui correspond à la fête de la Vierge, où on va avoir des processions, mais en fait, on a d'autres processions dans l'année qui se font, où on sort les saints, comme on dit. Donc voilà, ça c'est pour les activités personnelles, donc commencer une formation, s'alléger, débarrasser, nettoyer, purifier, donc faire un régime, voyager, se marier, et puis tous les types d'activités spirituelles que je vous ai détaillées là. On a ensuite les activités pro. Alors, dans les activités pro, on en a 4. Nous, on en a retenu 4. Il y a démarrer un nouveau travail. Alors, démarrer un nouveau job, en fait, ça correspond à une activité où on fournit un travail, on fournit un effort, et en échange de la peine qu'on investit, on sera récompensé plus tard sous une forme ou sous une autre. Parce que on peut travailler pour de l'argent, on peut être rémunéré, mais on peut aussi faire un effort pour quelque chose, prendre du temps, dépenser de l'énergie, faire des choses, et on sera rémunéré autrement. On peut être rémunéré par le fait de gagner en notoriété, de prendre des galons, du pouvoir, d'acquérir un statut social, etc. Donc derrière, démarrer un nouveau job, c'est pas seulement en fait le fait de prendre un nouveau poste, de changer de boîte, etc., ou de rentrer dans son premier job si on n'a pas travaillé jusque-là, mais ça peut être aussi décalqué sur un projet, démarrer quelque chose de nouveau. Il y a toujours cette notion dans le démarrer un nouveau job, c'est je m'investis dans une tâche et cette tâche, d'une manière ou d'une autre, je vais en récupérer quelque chose derrière. Donc, ça pourrait être un démarrage de projet. Dans l'inauguration, alors l'inauguration, ça peut être la pendaison de crémaillère, personnelle ou professionnelle, ça peut être ouvrir par exemple une nouvelle emprise commerciale, ça peut être ouvrir une boutique, ça peut être ouvrir ou réouvrir. Par exemple, là, avec le Covid, parmi vous, il y a quelques personnes qui ont des emprises commerciales. Effectivement, si on a le choix, la possibilité de le faire, choisir une activité qui est conforme au fait de rouvrir une boutique après une période de fermeture, c'est quand même un truc assez sympa. Et puis, on y imagine assez, on n'y pense pas toujours, donc je vous le dis, mais ça peut aussi correspondre au moment où on installe un matériel important dans une entreprise. Imaginez par exemple que vous soyez pâtissier chocolatier, vous acquérez une de ces énormes machines dans lesquelles on fond le chocolat, on va faire les moulages, la trempe, etc. C'est une machine qui est très importante, qui est coûteuse, elle est au cœur de votre activité, donc c'est pas comme si vous achetiez une passoire, d'accord, vous achetez un matériel qui est important. Mais dans ce cas-là, traditionnellement, on va considérer qu'on va installer ce nouveau matériel un jour de type inauguration, parce que ça lui donne une forme de faveur du jour. Troisième activité professionnelle, ça va être tout ce qui est négociation. Alors, dans la négociation, il y a plein de formes de négociation différentes. Négociation, on pense souvent, par exemple, au fait on est en négociation avec quelqu'un parce qu'on veut quelque chose, et donc ou la personne veut quelque chose, et donc on essaie de trouver un terrain d'entente qui convient à tout le monde. Mais en fait, il y a beaucoup de formes de négociation au quotidien. On peut négocier une faveur, par exemple, un coup de pouce. On ne négocie pas forcément que des contrats ou que des deals commerciaux.
Donc, derrière l'idée de négocier, qu'est-ce que c'est? C'est on demande quelque chose à quelqu'un, on lui demande de faire quelque chose qui est en notre faveur. D'accord? On lui demande son concours, son aide, et ça peut être vraiment des choses très, très différentes et avec un impact à terme qui va être aussi très différent. Donc ça, c'est l'idée de négocier. Vous voyez, c'est beaucoup plus large que ce qu'on pourrait mettre a priori sous le terme de négociation. Et enfin, il y a signer un contrat. Alors, signer un contrat, il faut voir derrière cette activité le fait que ce qu'on cherche à repérer dans ce genre de situation, c'est plutôt la notion d'engagement et de responsabilité. C'est-à-dire qu'un contrat va définir dans un contexte donné le rôle de chacun, ce à quoi chaque partie s'engage, les contreparties qui seront données, etc. En fait, avant, on se disait peut-être les choses verbalement, et puis on avait le sens de la parole. Je pense qu'on est encore un certain nombre à avoir le sens de la parole, mais les choses sont devenues peut-être un peu plus compliquées. Il y a des détails auxquels qu'on peut oublier d'un temps, donc il y a des choses qu'on va écrire. Mais l'idée du contrat, c'est on se met d'accord sur quelque chose, ça définit les responsabilités des uns et des autres, et dans une recherche plutôt harmonieuse. C'est-à-dire que le contrat, l'idéal d'un contrat, ça serait un contrat qui serait win-win, gagnant-gagnant. C'est-à-dire que toutes les parties sont satisfaites de l'engagement qu'elles prennent. Donc ça, c'était pour les 4 activités professionnelles. Démarrer un nouveau boulot ou un nouveau projet, inaugurer, instaurer quelque chose, négocier. Et on a vu qu'on pouvait négocier des choses de nature très différente, ou bien s'engager à titre personnel ou à titre professionnel. Alors là, on l'a mis dans le professionnel parce que c'est plutôt un acte professionnel, mais si vous devez signer un contrat à titre personnel, ça peut être le type d'activité que vous retiendriez. Ce n'est pas parce qu'on l'a mis dans les activités professionnelles que ça ne peut pas concerner les activités personnelles. Et enfin, on a le troisième pôle qui sont les travaux. Alors, dans les travaux, on va distinguer plusieurs choses. Il y a une première activité qui est creuser le sol. Alors, on veut creuser le sol pour plein de choses différentes. Pour planter un arbre, pour poser les fondations d'une maison, par exemple, pour creuser une piscine. Voilà, il y a des tas de raisons en fait, de creuser le sol. À distinguer de l'activité construire, construire, c'est vraiment démarrer la construction. Ça n'est absolument pas le moment où on creuse les fondations. D'ailleurs, en principe, traditionnellement, ce qu'on ferait, c'est qu'avant tous travaux sur un terrain, on consacrerait le terrain par un rite particulier qui a plusieurs effets, en fait, qui agit au niveau des esprits du sol, qui réassocie en fait un projet humain à un projet terrestre. Et donc, ça n'est pas construire, en fait, n'est pas démarrer une construction ne commence pas par les fondations. Traditionnellement, ça commence en amont, en fait. Et la construction va généralement durer un certain temps. J'allais dire longtemps, mais bon, disons en tout cas un certain temps. Et puis, si une construction dure plusieurs mois, c'est quand même assez fréquent, voire 1 an ou 2, il est possible qu'il y ait des périodes d'interruption. J'ai discuté avec un client hier qui va construire, dont la construction va commencer avec un peu de chance au mois de juin là, et ça déjà que le mois d'août, il n'y aura pas du tout de travaux. Donc, si vous démarrez une construction un bon jour, parce que vous lancez les choses sur un trend qui est positif, qui est favorable, donc qui va nourrir votre projet. Vous lancez votre projet, par exemple, en juin. Juin, juillet, les travaux de construction se poursuivent. Et puis, 31 juillet, les ouvriers posent leur matériel et ils ne reviennent pas avant le 1er septembre. Donc là, on a une interruption qui est relativement longue. Donc, ce qu'on essaierait toujours de faire, c'est quand on va redémarrer la construction, dans ces cas-là, on va chercher à nouveau à démarrer sur un jour où l'activité est favorable. Parce que même si dans la première phase des travaux, vous avez démarré sur un jour où l'activité était favorable, le fait que vous soyez arrêté longtemps fait que ça décroche et donc vous n'êtes plus sur ce trend-là. Donc si vous voulez suivre cette vision-là, il faut que vous redémarriez un bon jour. Une autre activité, une fois que vous avez construit, vous allez emménager. Donc, pourquoi est-ce qu'on choisit une date qui est favorable? Parce qu'en fait, on cherche à sceller à nouveau une énergie qui est favorable pour les résidents. Ça vaut aussi bien pour un local professionnel que pour un local collectif ou un local individuel,
un domicile, par exemple. Et puis enfin, on a la rénovation. Alors, il faut bien se souvenir que quand on parle de rénovation en feng shui traditionnel, on est ultra restrictif. Ce que je veux dire par là, c'est que ça commence même au fait de planter un clou. Rénover, ce n'est pas forcément casser des cloisons, etc., etc. En fait, c'est tout ce qui est maintenance, entretien, travaux à l'intérieur d'un bâtiment. Alors, quand on fait du feng shui, on va beaucoup plus loin et quand on traitera dans l'épisode qui sera plutôt consacré au feng shui, on parlera d'autres aspects. Mais si vous n'y connaissez rien ou si vous n'avez pas envie ni le temps d'aller très très loin dans les détails, utilisez au moins ces activités-là plutôt que n'importe quel jour. Ça limite un peu les dégâts. Alors, je disais que dans l'almanach, on avait 13 activités et que dans l'almanach pro, donc dans l'almanach des énergies positives, on en a 13. Dans l'almanach pro, ceux qui l'utilisent en ligne, vous avez 20 activités, c'est-à-dire que vous avez les activités suivantes supplémentaires. Acquérir un bien. Alors, acquérir un bien, ce n'est pas quand vous allez acheter un briquet ou bureau de tabac du coin, on est d'accord, hein, c'est totalement disproportionné. C'est quand vous achetez quelque chose qui est important. Tout à l'heure, je parlais d'une machine pour le chocolat, ça coûte quand même quelques dizaines, voire plus d'une centaine de milliers d'euros. C'est quand vous achetez un bien immobilier, c'est quand vous achetez un bien qui est important. Alors, ce n'est pas parce qu'il est cher, mais parce que au regard de votre patrimoine, de vos ressources ou du rôle qu'il va jouer dans votre fonctionnement, il a un rôle important à jouer. Donc, ce n'est pas pour n'importe quel achat. Ça pourrait être pour un traitement médical. L'autre activité qui est ajoutée, c'est le traitement médical. Eric vous a parlé du mariage l'autre jour. Il vous a expliqué qu'on se mariait. Il y avait plein de raisons en fait, différentes pour se marier. Et donc, on choisissait des jours en fonction de ça. Bien de même qu'il y a plein de jours particuliers en fait, pour un mariage. Le jour où on fait sa demande en mariage peut être important. Rappelez-vous, alors aujourd'hui c'est peut-être un peu moins le cas, mais il y a une époque où le mariage avait quand même, là c'était vrai à la fois dans notre culture occidentale et en Asie, c'est une forme de transaction, c'est une entente entre deux maisons, entre deux clans, entre deux familles. Avec un peu de chance, ça se passait bien par ailleurs, mais il y a quand même un aspect transactionnel important. Donc, le moment où on fait sa demande en mariage, dans ce contexte-là, c'est le moment où on a le plus de chances que ça aboutisse. Après, je pense qu'il y a aussi des situations aujourd'hui où quand quelqu'un demande à son partenaire, en fait, s'il est d'accord pour l'épouser, il y en a quelques-uns parfois qui peuvent s'inquiéter du fait que la réponse soit négative. Donc voilà. Et puis, il arrive que ça ne se passe pas très bien et donc on se sépare. Mais la séparation, ça peut être pour un couple, mais ça peut être aussi dans une équipe. Ça peut être le fait de se séparer de quelqu'un, ça peut être le fait de se séparer d'une équipe, ça peut être le fait de se séparer d'une relation amicale. Donc voilà. On peut aller jusqu'au divorce. Donc le divorce, si on dit que la séparation, elle la concerne, enfin si la séparation s'est fait dans le couple, souvent en général une séparation se fait en plusieurs, enfin une rupture de lien conjugal se fait en plusieurs étapes. Il y a toute l'étape dramatique, il y a le moment où on décide de se séparer, et puis il y a le moment où on acte en fait la séparation sur un plan contractuel pour ceux qui sont pacsés ou mariés civilement. Hein, il va falloir dissoudre en fait le contrat qui a été signé entre les parties. Donc le divorce, c'est cet aspect-là contractuel, c'est cette séparation contractuelle. Et puis on a deux activités qui sont différentes, de nature totalement différente. La première, c'est déplacer le lit. Donc, vous vous rappelez ce que je vous disais tout à l'heure. En général, quand on parle de placer ou de déplacer son lit dans un tanchou, c'est avec la perspective qu'on cherche à avoir des enfants. Et puis, il y a ce qu'on appelle modifier le palais central. Mais là, c'est un aspect de feng shui qui est très, très particulier. Donc, ça dépasse largement le contexte de notre discussion de ce soir. Mais on aura peut-être l'occasion d'en discuter dans un cadre un peu différent quand on fera la formation de feng shui, etc. Donc, voilà. Donc, 13 activités dans l'almanach des énergies positives, 20 dans l'almanach pro sur le site chinese-arts.com. Alors, dans ces activités, il y a des activités qui peuvent être favorables et des activités qui peuvent être défavorables ou neutres. Donc là, vous voyez sur le schéma, le petit nuage noir, il indique toujours ce qui est défavorable,
Là, on a toujours la même notation. Le petit soleil, il indique toujours ce qui est favorable. Et quand je n'ai pas de petit soleil ou quand je n'ai pas de nuages, ça veut dire que c'est un jour qu'on va qualifier de neutre. Donc, si on regarde par exemple la journée du 8 mars, c'est une journée qui est très favorable pour démarrer un nouveau projet ou un nouveau boulot, pour inaugurer éventuellement un bâtiment, creuser ou rénover. D'accord? Donc, le jour est favorable à ça. Par contre, c'est un jour qui est pas favorable pour un voyage ou pour emménager, pour une raison ou pour une autre, pour des raisons techniques. En fait, ça gratte un peu ce jour-là. Alors, ça ne veut pas forcément dire, il faut être raisonnable, ça ne veut pas forcément dire qu'il va vous arriver une catastrophe si vous voyez, j'ai un jour qui est noir, d'accord? Ça veut simplement dire que peut-être qu'il y aura un peu de retard, un peu de délai, que les choses se passeront peut-être pas tout à fait de façon optimale, mais ça n'est pas nécessaire, ça n'est pas tragique, ça n'est que rarement, voire peut-être jamais, en fait, réellement tragique. Je reviendrai sur ce point-là après. Et puis, on a des activités qui aujourd'hui étaient neutres. Donc, par exemple, démarrer un régime aujourd'hui, ou commencer une formation, ou lancer un rosaire de prière, négocier, signer, construire, c'était des activités qui étaient neutres. C'est-à-dire qu'on peut les faire ou ne pas les faire, mais si on les fait, elles sont ni particulièrement favorisées, ni particulièrement défavorisées. Donc, vous voyez un peu comment ça se joue. Est-ce que vous pouvez me mettre sur le chat si c'est bon pour vous? Et pour les questions, ne vous inquiétez pas, on va se garder un petit temps à la fin de la session pour y répondre. D'accord. Ok. Super. D'accord. Donc, c'est bon pour tout le monde. Alors là, je vous ai montré la représentation en fait sur l'almanach des énergies positives, parce que je sais qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui l'ont, donc comme ça, vous savez les repérer. Pour ceux qui utilisent le Tongshu en ligne, alors donc j'ai cru comprendre que tout le monde ne savait pas comment accéder au calculateur gratuit, donc tout à l'heure, vous me le rappellerez quand on fera les questions-réponses, et puis je vous montrerai comment on y accède, c'est extrêmement facile. Donc, sur le Tongshu en ligne, sur les calculateurs gratuits en ligne, la présentation est un tout petit peu différente. Vous voyez que vous avez ces onglets allongés. À l'écran, on peut s'éclater, on a beaucoup plus de place que sur le papier. Mais la codification est toujours la même. C'est-à-dire que quand c'est gris, c'est neutre. Quand c'est noir avec un petit nuage, devinez quoi? C'est défavorable. Et à votre avis, quand c'est rouge avec un soleil, qu'est-ce qui se passe? C'est favorable. Donc, la codification est extrêmement commode et vous avez tous accès tous les jours au Tongshu du jour gratuitement. C'est ceux qui, parmi vous, n'ont pas l'almanach des énergies positives ou si vous vous ne l'avez pas sous le coude et que vous avez besoin de regarder rapidement le Tongshu du jour, vous pouvez très facilement y accéder en ligne. Encore une fois, je vous montrerai tout à l'heure comment faire. OK. Donc, bien sûr, idéalement, on voudrait tous a priori faire ce qui est important pour nous dans les meilleures conditions possibles. Mais je voudrais attirer votre attention sur plusieurs choses. Des fois, j'ai des clients qui m'appellent. Alors, il y a des gens qui utilisent l'almanach depuis des années. Et des fois, il y a des gens qui nous appellent, des clients ou des gens qu'on connaît bien, et qui vont nous dire, ouais, mais alors, moi, c'est une catastrophe parce que ce jour-là, c'est un jour qui est noir et je dois absolument faire ça, etc. Alors, je vais vous donner quelques suggestions, pour ne pas dire recommandations ou conseils. La première chose, c'est n'utilisez ces critères-là que pour les choses qui sont vraiment importantes. Encore une fois, vous descendez à la papeterie pour vous acheter une gomme. Ça n'est pas un acte important, ça ne va pas décider du reste de votre vie ou de celle de votre famille ou de vos proches, d'accord? Donc, il n'est pas nécessaire que vous choisissiez un jour exceptionnel pour ça. Je prends délibérément un exemple très trivial, d'accord? Mais il y a plein de choses comme ça. Vous prenez tous les jours, par exemple, un transport en commun pour aller travailler. Vous êtes en région parisienne, vous prenez tous les jours le TER ou tous les jours le RER, ou vous êtes en province, vous prenez tous les jours un bus ou un TER. Il y a des jours où, effectivement, l'activité voyage, elle sera noire. Il y a des jours où elle sera vierge, où elle sera neutre. Et il y a des jours où elle sera favorable. Mais vous n'allez pas rester dans votre lit ou rester chez vous parce que c'est un jour où le voyage est noir. Donc, il faut que vous soyez tranquille par rapport à ça.
Puis, il y a un autre facteur, c'est qu'il y a des jours où il y a des urgences. Si vous cherchez du travail pendant plusieurs mois, par exemple, et puis vous avez eu un petit peu de mal à chercher, ou vous avez hésité, ou vous n'aviez pas beaucoup d'offres, ou bien c'était un peu compliqué parce qu'il fallait que vous déménagiez, etc. Vous avez une entreprise qui vous dit, ben, d'accord, nous on vous embauche, mais il faut que vous rentriez chez nous absolument le 2 ou le 3 mars. Vous n'allez pas dire à votre patron, ah non, c'est pas possible. L'Albanais qui dit que c'est pas du tout un bon jour pour démarrer un nouveau job. Non, non, c'est pas possible du tout. Vous n'allez pas faire ça, bien entendu. Donc, il y a des moments où il y a des contraintes en fait de l'extérieur qui font que c'est maintenant qu'il faut le faire et on ne peut pas attendre plus longtemps. Donc, ne soyez pas inquiets. La contrainte du monde extérieur, elle existera toujours. Enfin, je l'ai souvent répété au moment du webinaire du Nouvel An, au moment des 12 temps forts. Je crois qu'Éric en a reparlé il y a 15 jours quand il a parlé des essences. On existe tous dans un cadre qui est au-delà de notre contrôle, d'accord? Et il faut vivre avec, avec de la façon la plus raisonnable et décontractée possible. Alors, évidemment, on va essayer de louvoyer. Imaginons que vous deviez, par exemple, faire un voyage pour rencontrer un nouveau client, d'accord? Et puis, votre boss vous dit, ben non, en fait, il faut absolument que ce soit le 8 mars parce que monsieur machin, il sera présent à ce moment-là que le 8 mars et après, ça sera impossible de le joindre. Vous n'allez pas dire à votre boss, boss, c'est pas possible, tu vois bien que le 8 mars, c'est un jour qui est mauvais pour les voyages. Non, vous pouvez pas faire ça, c'est pas raisonnable. Donc, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est choisir, vous voyez, je vous ai encadré en bas les horaires. En bas, vous avez les tranches horaires qui sont marquées de 23h à 1h, de 1h à 3h, de 3h à 5h, etc. Mais si vous devez voyager ce jour-là et que c'est un jour où voilà, vous voudriez mettre toutes les chances de votre côté pour que ça se passe le mieux possible, eh bien, essayez de démarrer votre voyage dans un créneau horaire qui est favorable, donc qui est rouge. C'est sûr que si vous devez revenir le soir entre 21h et 23h, c'est une période qui est noire, avec un voyage noir, il y a une petite chance pour que vous ayez un peu de retard ou bien que les choses ne se passent pas tout à fait comme vous auriez voulu que ça se passe. Vous n'allez pas mourir, d'accord? Ne soyez pas anxieux, c'est pas comme ça que ça se passe. Peut-être que ce ne sera pas tout à fait aussi lisse que vous auriez souhaité, mais vous arriverez de toute façon probablement à bon port, ne vous inquiétez pas. Donc, dans un premier temps, oui, vous allez essayer de changer la date. Mais si vous ne pouvez pas changer la date, ben voilà, vous allez vous adapter. Vous allez partir le jour où il faut partir et puis vous allez essayer de vous arranger pour choisir un créneau horaire qui est quand même un peu sympa. Et si ça ne se fait pas, ça ne se fait pas, c'est comme ça. Alors, sur les heures, en fait, les heures chinoises, les heures chinoises sont des heures qui durent 2 heures. C'est toujours un peu bizarre comme formulation, mais ce sont des créneaux horaires, en fait, qui durent 2 heures. Donc, ça va de 1h à 3h du matin, de 3h à 5h du matin, etc. Et c'est l'heure de la pendule, d'accord? L'heure qu'on vous a mise là, c'est l'heure standard. Donc, ne vous lancez pas dans des grandes... n'essayez pas de recaler le temps en UTC ou en autre. C'est quand on dit le créneau horaire de 13h à 15h, c'est quand il est 13h ou 15h sur votre téléphone, sur votre montre, à la pendule de la cuisine ou du four, etc. D'accord? Et c'est les heures. Alors, ce ne sont pas que les heures pour l'Europe, c'est les heures qui sont valables à l'endroit où vous êtes. D'accord? C'est très important à comprendre, l'endroit où vous êtes. Que pour ceux d'entre vous qui sont, je crois que j'ai vu passer la Suède, je ne sais pas si vous avez un décalage horaire par rapport à nous, mais la Réunion, il y a des gens de Polynésie aussi. Donc, c'est les heures qui vous concernent, vous, localement. Donc, ce ne sont pas les heures de Paris. Hein, c'est les heures qui sont valables pour le lieu où vous vous trouvez. Donc, vous avez beaucoup parlé avec Eric des essences. Et donc, la grande question qui pourrait se poser, c'est comment est-ce qu'on fait, en fait, pour s'y retrouver entre les essences et les activités. Alors, c'est un point dont on a beaucoup discuté ce matin avec Eric, c'est que on a mis les activités parce que traditionnellement, les activités, on les trouve dans le talk show, d'accord? Et donc, il y a des gens qui sont attachés à ces notions-là. Il y a un certain nombre de gens parmi vous qui sont d'origine asiatique ou dont la famille, en fait, est de culture asiatique. Et donc, vous êtes habitués à ça. Donc, c'était important de l'avoir. Et même, en fait, ça faisait vraiment partie du mindset, de la façon dont on se calme. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les activités, comme on l'a vu, c'est très facile à mettre en œuvre. Une fois que vous avez compris ce qu'il y a ce que recouvre une activité, il suffit que vous feuilletez l'agenda
ou le talk show du jour, ou l'almanach, et tout de suite, vous repérez les activités qui sont bonnes ou pas bonnes. C'est extrêmement facile, il n'y a rien à réfléchir d'une certaine façon. Alors que les essences, si vous les utilisez telles qu'on vous les a présentées l'autre jour, dans la philosophie dans laquelle nous on les installe, ça demande de s'imprégner du modèle, de se questionner, d'avoir le temps de se poser, etc. Donc voilà. Donc les activités sont plus immédiates, mais elles sont aussi forcément moins nuancées. C'est moins subtil comme information. Par exemple, on a vu qu'aujourd'hui, c'était un jour qui n'était pas bon pour partir en voyage, mais en réalité, tous les individus qui vont voyager aujourd'hui, l'immense majorité d'entre eux n'auront pas de soucis, ou ça va se passer de façon tout à fait indolore, si je peux dire. Parce qu'il y a d'autres critères qui viennent entrer en compte. Quand nous, on fait une sélection de dates pour un client, on va rentrer à un niveau de détail et d'analyse des informations qui est largement au-delà de ça. Donc, si on doit nous regarder quelque chose, si on fait quelque chose de très superficiel, on ne va pas regarder l'activité, on va regarder l'essence du jour, parce qu'on se situe dans cette notion cyclique d'émanation, de maturité et d'évolution, de transformation en fait des phases d'un projet. C'est ça si on doit regarder que deux choses, cette chose-là pour nous a plus de puissance, a plus de sel, ouvre davantage de perspectives en fait que l'activité. Mais encore une fois, l'activité peut être extrêmement pratique. C'est toute une question en fait de préparation, parce que c'est pas parce que si vous choisissez, en fait oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous pouvez tout à fait combiner l'essence et l'activité. Ce qu'on nous dit toujours, c'est où est-ce que doit passer la priorité? Est-ce que c'est l'essence qui est prioritaire ou est-ce que c'est l'activité? De notre point de vue et dans la pratique, en fait, c'est toujours l'essence qui est prioritaire. Mais si on ne peut regarder qu'une seule chose parce que vous ne connaissez pas les essences, parce que tout ça, ça vous paraît trop fumeux, trop compliqué, il faudrait que vous réécoutiez la vidéo, vous n'avez pas vos notes sous le coude, vous ne savez pas quoi faire, allez-y pour l'activité. Ça n'est pas un souci, mais il faut que vous compreniez bien. Donc, est-ce qu'il y a une priorité? Oui, on vous dira toujours, entre essence et activité, l'essence est la chose qui est la plus importante. Et ensuite, éventuellement, vous regardez l'activité. Puis vous verrez, dans les épisodes suivants de la série, vous verrez qu'on vous proposera de compléter ces informations-là par autre chose. Mais il y a toujours cet aspect, cette priorité qui est donnée à l'essence. Je voudrais finir en fait sur quelque chose d'important. En réfléchissant, je me suis dit que souvent, on a tous des rêves, d'accord? On a tous des rêves, des projets, mais on n'a pas tous des objectifs. Et en fait, le nombre de fois où on entend des gens dire, pas nous tous là, hein, bien sûr, aucun d'entre nous n'est concerné, mais on ne sait jamais, des fois qu'il y a des gens qui le sont un tout petit peu quand même. J'aimerais bien faire ceci, cela, ou je rêverais de changer de boulot, ou je rêverais de vivre dans une autre région, etc. Et qui ne passe jamais en fait à l'action. En fait, souvent, en fait, on rêve, mais on est velléitaire. On voudrait que les choses changent et finalement, on ne fait pas grand-chose, voire on ne fait d'ailleurs rien du tout pour qu'elles changent. Et du coup, après, on se réveille en se disant que on n'a vraiment pas de chance. Hein, on aurait voulu que ceci, cela se passe et puis ça ne s'est pas passé. Ou alors on est né sous une mauvaise étoile, ou alors on est mal entouré. Hein. Ça dépend de la morphologie de nos psychés, mais on va tous trouver une façon de justifier que ce n'est pas de notre faute. Voire, on peut aller jusqu'à dire que en fait, ça n'arrive qu'aux autres. Mais ça veut dire les trucs sympas n'arrivent qu'aux autres. Et très souvent, en fait, les rêves, c'est un peu comme des doudous. C'est quelque chose, c'est un refuge. On n'est pas satisfait de quelque chose qu'on a là dans le présent. Donc, on rêve qu'un jour, peut-être, un jour ailleurs, on vivra autre chose. Mais ça, c'est un très mauvais plan, si je peux me permettre un commentaire. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce qu'en fait, les rêves, de mon point de vue, c'est fait pour être vécu, pour être réalisé. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on ne réalise pas ces rêves? Il y a une première chose, c'est qu'on ne sait pas forcément quoi faire. C'est-à-dire qu'on a bien une idée de ce qu'on voudrait faire, mais ce n'est pas assez précis, ce n'est pas assez clair. Donc, ma suggestion dans ces cas-là,
quand je discute ou que je travaille avec des clients, c'est toujours de leur dire, OK, vos objectifs, concrètement, c'est quoi? Et puis, on va s'attacher à faire que cet objectif, il soit défini de manière réaliste et claire. Donc, clair, ça se passe de commentaires. Mais réaliste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, j'expliquais ce matin à quelqu'un au téléphone que c'est quelqu'un qui démarre son activité et qui a une perspective probablement de chiffre d'affaires pour cette année qui est aux alentours de 60 000 euros. Et c'est quelqu'un qui, et je lui dis, mais vous voulez aller où? Et en rigolant, il me dit, bon, 5 millions d'euros l'année prochaine. OK, c'est un objectif, d'accord. Est-ce qu'il est réaliste? Ah, est-ce qu'il est réaliste cet objectif? Bien sûr, gagner 5 millions d'euros l'année prochaine, pourquoi pas? Mais est-ce que c'est réaliste? Ça veut dire, est-ce que vous voulez réaliser l'année prochaine un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros en offrant exactement la même prestation, le même service, en y mettant le même investissement et à équipe constante? Est-ce que ça, c'est réaliste? Hein, est-ce que si vous pouvez aujourd'hui générer 60 000 euros en mettant en œuvre un certain nombre de leviers, il est immensément probable que vous ne pouvez pas faire exactement la même chose et attendre d'en recevoir 5 millions d'euros l'année prochaine. Pour que vous receviez l'année prochaine N fois le chiffre d'affaires de l'année actuelle, il faut qu'il y ait des changements qui se fassent, soit parce que vous êtes beaucoup plus nombreux à travailler, soit parce que votre prestation change, soit parce que vos services changent, soit parce que votre produit change, parce que votre communication change. Ça ne peut pas être en répétant exactement la même chose, parce que si vous faites la même chose, vous obtenez les mêmes résultats. Donc quand je parle d'objectifs réalistes, c'est des objectifs dans lesquels, OK, on peut tous rêver n'importe quoi, ce n'est pas le problème. Mais il faut que ce soit réaliste au sens où il faut que ce soit atteignable. Et donc, il faut définir les moyens de l'atteindre. Donc, le moyen de l'atteindre, ça veut dire se préparer. Se préparer, c'est définir les actions qui sont à faire, acquérir les ressources, les compétences, les dispositions, les moyens, quels qu'ils soient, qui vont vous permettre en fait de réaliser les différentes étapes de votre projet. Généralement, un objectif important, il va être composé d'objectifs secondaires. Et pour chaque objectif secondaire, vous allez définir des actions que vous allez réaliser pour atteindre ce que vous voulez atteindre. Et se préparer, c'est vraiment une clé très nette. Je vous prends, j'ai parlé de régime tout à l'heure parce que c'est un peu de saison, mais vous décidez de vous mettre au régime et vous décidez qu'à partir de, allez, pas demain, mais après-demain, vous mangez plus du tout de sucre. Et puis demain soir, en ouvrant vos placards, vous découvrez que vous avez 10 tablettes de chocolat, toutes plus savoureuses les unes que les autres. Vous avez des monceaux de gâteaux et vous avez plein de bonbons. Et je n'ai même pas ouvert le congélateur dans lequel il y avait plein de glace et de crème glacée. C'est sûr que ça va être très compliqué dans ce cas-là de faire un régime parce que tout ce que vous avez à manger, c'est des choses qui sont sucrées. Donc, si vous voulez faire un régime, la bonne chose, c'est une fois que vous avez identifié ce que vous avez décidé de mettre dans votre régime ou de ne pas y mettre, vous allez faire vos courses en conséquence. Et vous allez organiser aussi vos placards, votre cellier, si vous avez la chance d'avoir un cellier, en fonction de ce que vous vous apprêtez à faire. Sinon, vous allez vous retrouver dans la situation jeudi matin à 8 h où vous avez décidé qu'à compter d'aujourd'hui, vous ne mangez plus de sucre, mais il n'y a que des choses sucrées à manger chez vous. Donc, la préparation est vraiment une chose super importante. Une autre chose qui est importante, c'est de se tenir au plan. Se tenir au plan, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous savez, tous ces matins où on se lève en se disant « Oh non, il faudrait que je fasse ça aujourd'hui, mais je ne le sens vraiment pas. Il faudrait que je m'attaque au bilan comptable, là, mais je ne le sens pas du tout. Mais demain, ouais, probablement que demain, je le sentirai beaucoup mieux. » Ça, c'est aussi une façon de ne pas... c'est une bonne façon de se prendre les pieds dans le tapis. Là, ça crée la procrastination et une fois qu'on a commencé à procrastiner, il n'y a plus beaucoup de raisons pour qu'on s'arrête de procrastiner. Donc, il faut un tout petit peu de discipline. Donc, se faire un plan et se tenir au plan. Ça ne veut pas dire que le plan, il ne faut pas à l'occasion le revoir, le revisiter parce qu'il y a des événements qui se produisent, mais il faut faire des choses comme ça. En fait, à mon avis, la plupart du temps, quand on fait les choses, si elles foirent, si elles ne se passent pas bien, c'est pas parce qu'on a pris le mauvais acte, mais c'est parce qu'on est mal préparé, parce qu'on n'a pas fait les choses qu'on aurait dû faire ou de la manière dont on aurait dû les faire. Une bonne date, c'est pas un blanc-seing qui va vous permettre de réaliser n'importe quoi dans n'importe quelle condition. C'est un coup de pouce supplémentaire qui est d'une certaine façon
le couronnement d'une série d'actions que vous avez entreprises avant de manière délibérée, bien pensée, en y mettant l'énergie qui est nécessaire. Et une dernière chose, c'est que quand je disais que l'action était le plus court chemin vers la réalisation d'un projet ou d'un rêve, c'est que souvent, outre la procrastination qui est un vrai obstacle, il y a une forme de peur de l'échec. Et en fait, il y a trop d'aversion au risque pour beaucoup d'entre nous. Et un jour, en fait, il y a longtemps de ça, il y a 22 ans de ça, quand j'ai quitté la vie salariée pour me lancer à mon compte, euh, j'ai eu une discussion avec quelqu'un, je me rappelle encore, on était dans une brasserie dans le centre de Paris, et je lui dis, mais peut-être que ça ne marchera pas ce que je veux faire. Il me dit, mais vous redoutez quoi? Je lui dis, que je redoute que ça foire, que ça ne marche pas, que j'arrive jamais à mettre mon activité en place, à y trouver mon compte, à y trouver du plaisir, à avoir des clients et à faire que ça fonctionne. Et là, il me regarde froidement et il me dit, mais c'est quoi le problème? Moi, j'ai mis du temps à comprendre et il avait absolument raison, en fait. Le problème, ce n'est pas de se lancer dans quelque chose et d'échouer. D'accord? Il vaut mieux se lancer dans la réalisation d'un rêve et qu'éventuellement avoir à le retoucher, à le modifier ou bien à constater que ça ne fonctionne pas, plutôt que d'avoir des regrets ou des remords. Il n'y a rien de pire, à mon avis, que de se coucher dans son dernier lit à 90, à 95 ou à 100 ans en repensant à toutes les choses qu'on aurait adoré faire mais qu'on n'a jamais faites parce qu'on n'a pas franchi le pas. Donc souvent, en fait, moi je le vois personnellement, mais je le vois aussi avec les gens avec qui je travaille, avec mes élèves, avec mes clients. Un gros frein en fait dans la réalisation de ce qui est le plus important pour nous, c'est la peur de l'échec. Et en fait, on ne devrait jamais avoir peur d'échouer. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, dans l'échec, on apprend beaucoup de choses. Et surtout, on n'a pas de remords. On a essayé. Ça a marché, super. Ça n'a pas marché, c'est pas grave. On a appris quelque chose, on a peut-être d'autres projets, on a rencontré d'autres gens, on a d'autres opportunités. Et en tout cas, ce qui est une chose est faite, c'est qu'on a essayé. Et ça, c'est vachement important. Et ça me rappelle vraiment, vous savez, cette pub. Alors, pour ceux qui habitent à Paris ou en région parisienne, je pense que ça vous évoquera quelque chose. Et peut-être qu'en région, ça passait aussi, mais à un moment, vous savez, dans les affiches du métro, il y avait une affiche extraordinaire, je trouve, pour le loto. C'était marqué 100% des gagnants ont joué. Eh bien, l'action, c'est vraiment ça. C'est 100% des gens, en fait, qui arrivent à faire quelque chose dans leur vie, qui arrivent à accomplir ce qu'ils ont, eux, envie d'accomplir. Je ne parle pas des attentes que peuvent avoir la société, leur famille, leur entourage, le collectif ou autre. Ce que eux, ils ont, au fond de leur cœur, envie d'entendre. 100% des gens qui ont accompli quelque chose, c'est parce ils sont passés à l'action. Et je discute, parfois j'ai des clients et on a des consultations qui tournent court très rapidement des fois. Avant de prendre une consultation, souvent je demande aux gens de m'appeler pour m'expliquer la situation dans laquelle ils sont réellement. Et plusieurs fois ces derniers temps, je me suis trouvée avec des gens qui me disaient, ben voilà, j'envisage de postuler pour tel truc et tel truc, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Et en fait, le contexte fait qu'ils étaient sur la bonne voie parce qu'on avait déjà fait une étude de PADSE ensemble et donc ils étaient dans le train. Et je leur disais, mais c'est quoi le risque? La seule chose que vous risquez, c'est que vous allez postuler et puis en face, on va vous dire non ou on ne va pas vous répondre. Mais c'est le seul risque que vous preniez. Le seul risque que vous preniez, c'est qu'on vous dise non. Il n'y a pas mort d'homme. Donc, tentez votre chance. Tel boulot vous tente, vous n'êtes pas tout à fait sûr d'être compétent, mais vous avez quand même quelques acquis. Faites valoir ce sur quoi vous pensez pouvoir jouer, vos atouts, d'accord? Et puis, voilà, tentez votre chance et vous verrez bien en face ce qui se passe. Vous ne jouez pas votre vie parce que vous tentez votre coup. C'est pas là que ça se passe. Donc, passer à l'action, souvent, on ne passe pas suffisamment à l'action. Et on ne peut pas blâmer le monde, les autres, l'univers, les mauvais jours, parce que les choses ne se réalisent pas. Donc, on arrive à la fin, puis on va passer sur les questions-réponses. Juste pour ceux qui doivent partir là, parce que je vois qu'il est 36. Donc, le prochain épisode, ça sera sur les 4 animaux, les animaux de naissance, l'animal de l'année, du jour, du mois et de l'heure. Et l'épisode est prévu pour le 23 mars. Et puis, le cycle de BAD2 commencera avec des vidéos gratuites. Si tout se passe bien, je serre les doigts. Si tout se passe bien, ça démarrera le 12, donc à la fin de cette semaine. Donc, vous voyez ici, vous avez nos calculs gratuits. Donc, vous cliquez sur nos calculs gratuits.
Vous avez différents calculateurs qui sont disponibles. Calculer son quoi, calculer l'année chinoise et connaître les perturbateurs les zones sensibles de l'année, les étoiles volantes du jour. Vous avez toute la série des calculs d'astrologie chinoise. Et puis, vous avez les hexagrammes du jour et les hexagrammes éventuellement de naissance et le tongshu. Je vous montre à quoi ressemble le tongshu, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Alors, le tongshu, voilà, ça se présente de cette manière-là. Vous voyez, vous avez différentes informations. Donc, celles dont on a parlé aujourd'hui, c'est celles qui sont ici, d'accord? Celles qui sont dans ce bloc-là. Et puis, vous avez l'essence du jour qui se trouve dans ce pavé-là. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos merci. Si vous regardez le replay sur YouTube, ça nous aiderait beaucoup si vous pouviez liker en fait l'événement. Parce que du coup, ça donne un peu de visibilité aux vidéos et ça permet à plus de gens d'en les voir. Donc, ça serait vraiment sympa si vous pouvez liker ou mettre un petit mot, ça aidera à leur diffusion. Merci à tous et je vous souhaite une excellente soirée. Oui, pas de souci, on like. C'est gentil.